Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 18 septembre 2022. Alors aujourd'hui, il y aurait tant de choses à dire, alors je vais devoir mettre un peu d'ordre dans mes idées, dans mes pensées. Mais je vous invite à aller écouter, visionner la première partie de cette vidéo enregistrée hier à l'Atelier Librairie le livre voyageur. Vidéo consacrée à l'ouvrage Les deux universités de Robert Leroux. Et il y avait deux universitaires pour parler de son livre, Gilles Labelle et Joseph-Yvon Thériault, qui en ont livré quelques clés et avec quelques commentaires critiques également. Alors je vous invite à le faire et je vais, je vais glisser sur le sujet, si je peux dire, en évoquant le souvenir du printemps 2012, où il était question de deux universités. Et en fait, ce qu'on appelait en France les, les, les littéraires et les scientifiques. Alors, au fond, on pourrait dire que c'est les deux grandes tendances de l'université. Et en 2012, lors de la grève étudiante, il n'y avait pas de grévistes du côté des sciences dures, médecine ou génie civil. Il n'y avait pas non plus de grève du côté du droit, du côté des, des métiers, on va dire, des pratiques libérales, on va dire. Tandis que les départements d'art, de sciences humaines, de philo, d'anthropologie, elles étaient la proie d'une intense agitation sociale, car l'objet d'étude des sciences humaines, c'est l'homme. Mais c'est l'homme aussi dans toutes ses pratiques culturelles et traditionnelles, si je peux dire. Alors, forcément, le lien entre la vie sociale, la vie politique, la vie des affaires de la cité et les sciences humaines, eh bien, ça s'articule ensemble. La séparation, elle est difficile à faire. Tandis que la séparation entre la technologie, l'apprentissage des outils technologiques ou de la médecine ou même du droit, va sans dire, c'est découplé de la vie sociale, découplé de la vie politique. Sans doute à tort, une différence entre fabriquer une bombe atomique et de décider de son utilisation, comme on l'avait beaucoup démontré dans les années 50 suite aux explosions, au largage des deux bombes sur le Japon. Les intellectuels jugeant qu'ils ne pouvaient pas avoir les compétences techniques pour fabriquer une bombe, mais qu'assurément, ils avaient les compétences intellectuelles pour en discuter de son usage et que l'usage relevait, l'utilisation de l'arme nucléaire, eh bien, était une question éminemment politique qui relevait des affaires de la cité. Alors donc, les deux universités, c'est peut-être les deux branches, la branche scientifique et on va dire la branche littéraire pour vraiment simplifier. Et en 2012, les commentateurs, les divers commentateurs du commentariat médiatique n'ont pas manqué de relever que les étudiants en médecine n'étaient pas en grève, tandis que les étudiants en philosophie, eux, l'étaient. Et qu'au fond, ça invalidait, d'une certaine manière, la grève. Voilà, je voulais simplement émettre ce point. Quant aux commentaires très éclairés de Jacques qui nous disait que le wokisme, d'une certaine manière, avait infusé dans les structures à la fois économiques des compagnies ou à la fois des structures bureaucratiques, on sait bien que les étudiants en sciences humaines, qui ont fait des études supérieures à la maîtrise ou au doctorat, sont nécessairement, en tout cas, des candidats de choix pour la fonction publique. Et je préférerais qu'on utilise, plutôt que le terme de wokisme,
simplement ce qui était déjà dans l'air il y a 20-25 ans, c'est-à-dire le politiquement correct, c'est-à-dire, si vous préférez, la pensée normée. Alors, on ne peut pas occuper un poste de fonctionnaire sans avoir j'aurais envie de dire, des habiletés naturelles à une certaine forme d'obéissance, de suivre les règles, d'être capable de franchir les divers parcours d'un étudiant jusqu'au stade supérieur, jusqu'aux études supérieures. Alors forcément, des citoyens dressés dès leur plus jeune âge vont faire de bons fonctionnaires. Ce qui n'est pas le cas des entrepreneurs qui, pour une bonne majorité, ne sont pas des diplômés universitaires. Alors ça, c'est encore un autre débat. Et eux, leur université, c'est pas, je dirais, j'aurais envie de dire, celle-là, c'est peut-être la troisième université, qu'on pourrait qualifier celle de la vie, mais c'est aussi abusif à mon sens. Car la vie, parfois, ne nous apprend pas grand-chose, tant elle nous malmène. Et on ne peut pas dire que si on est bardassé, malmené, voire même martyrisé par l'existence, qu'il pourrait y avoir une leçon à recevoir au terme de cette maltraitance. La vie de beaucoup de gens est extrêmement difficile et pour eux, il n'y a aucune leçon à recevoir de cet état de fait. Oui, la vie est difficile. Alors oui, l'entrepreneuriat, ça suppose cependant une volonté d'indépendance. Ça suppose le désir de ne pas nécessairement obéir aux règles. Ça suppose un esprit d'initiative qui serait sans doute très mal vu si dans des cadres régis par des règles bureaucratiques obscures et parfois très très difficiles à décoder. Alors, et auquel non plus il ne faut pas trop se poser de questions. Il s'agit d'obéir, il s'agit de faire les choses dans les règles, en suivant le plan, même s'il est absurde, et de ne pas trop se poser de questions. Et d'exécuter parfois des tâches qui échappent à notre entendement. Tandis que l'entrepreneur, s'il fait des tâches qui échappent à son entendement, le marché va impitoyablement le sanctionner. Alors, il y a un devoir de compétence pour l'entrepreneuriat. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que les écoles de commerce ne sont pas non plus de bonnes écoles pour les entrepreneurs. La majorité des gens qui ont fait HEC ne deviennent pas des entrepreneurs. Ça aussi, c'est un autre phénomène qu'on pourrait étudier, mais ce n'est pas l'objet de ma vidéo. En fait, tout ce long préambule, hein, pour réfléchir à cette question, qui, moi, me taraude depuis l'adolescence. Et en fait, toutes mes lectures tournent autour de ça. C'est la question du mal. Voilà, le mot est lâché. Le mal. Et évidemment, je ne sais pas si les deux universités, en fait, telles que je les conçois, c'est-à-dire l'école littéraire et l'école scientifique, peuvent y répondre. L'école littéraire offre à Ciété des exemples, en particulier la littérature des camps. On nous a fourni d'infinies réflexions sur la nature, la banalité du mal, aurait dit Hannah Arendt. Et l'école scientifique qui a étudié le fonctionnement, la biologie de notre cerveau. Et nous sommes toujours emprisonnés dans cette biologie. On n'échappe pas à la biologie de sa condition. Alors l'agressivité humaine pourrait trouver sa source dans la structure même de notre condition biologique.
Alors évidemment, les deux écoles peuvent se renvoyer l'une à l'autre concernant cette question du mal. Beaucoup d'auteurs littéraires ont eu des intuitions. Je pensais ici à Artaud, par exemple, ou à Freud, même si on juge que la méthode psychanalytique est inadéquate, on pourra reconnaître à Freud non seulement un talent d'écrivain, un talent exceptionnel d'écrivain, mais on pourrait aussi lui reconnaître une certaine sagacité et une certaine finesse psychologique, en usant d'euphémismes ici. Nietzsche aussi a réfléchi à cette question du mal. Dostoïevski a réfléchi à cette question du mal. Et beaucoup d'auteurs se sont aventurés très loin dans cette question du mal. On pourrait rajouter Bataille aussi. Et je suggérerais, ça va être peut-être la conclusion de la vidéo de ce soir, je pourrais suggérer aussi que dans ce tumulte du présent dans lequel nous sommes presque emportés, la poésie pourrait être une sorte de détecteur, non pas de métal, non pas de méta-mal, mais de mal. La poésie aurait cette capacité par son approche, par son audace, par son usage précis. On pense à Lautréamont. Par son usage précis, elle pourrait nous offrir un aperçu du fonctionnement du mal. Avec la guerre, avec l'agression russe en Ukraine, par exemple, qui est une apparition puissante dans nos existences de ce mal en action, peut-être que les images qu'on nous transmet, les dernières images qu'on nous a transmises ces jours derniers sur les charniers découverts où on voit des dépouilles exhumées de fosses communes, où on voit apparaître des bottes, une jambe. On pense au poème de Guy Vic ici. L'extraordinaire et épouvantable poème de Guy Vic. Alors la poésie pourrait être, en tout cas dans l'optique que j'avance ce soir, pourrait être une méthode pour appréhender le mal et l'indisponibilité du monde qu'évoquait Armurt Rosa, cette indisponibilité du monde qui fait que le mal nous est devenu opaque. Il n'y a pas que le monde qui a disparu, il n'y a pas que le monde qui nous échappe. Le mal même, on ne le voit plus. Et la poésie pourrait s'avérer être un très efficace révélateur, non pas que du mal qui vient, mais du mal qui se déploie sous nos yeux. Alors la poésie pourrait avoir affaire également à la théologie. Vous vous doutez bien que la théologie n'est pas non plus appartient à Université 1, j'aurais envie de dire, monde littéraire. Mais la poésie, la théologie, qui elle aussi s'est penchée sur le mystère du mal, l'iniquité du mal, la profonde injustice du mal, qui a tenté d'y répondre à la fois une explication, mais par aussi une sorte de démonstration. J'aurais envie de dire lyrique, assurément poétique, si on pense au texte de Job, par exemple, qui est confronté au mystère du mal. Alors, oui, on ne sait pas comment tout ça tient ensemble. Hier, pour en revenir hier, si vous écoutez la captation vidéo du débat qui a eu lieu autour du livre de Robert Leroux, on aurait eu envie de dire, et sans doute vous avez été quelques-uns à le penser, qu'au fond, tout le monde avait un peu raison dans cette affaire.
Et que ça pourrait être aussi le fin mot de beaucoup de discussions. Au fond, tout le monde a tout le temps raison un peu. Mais en fait, ce que je voudrais que vous reteniez de ma petite intervention d'aujourd'hui, c'est que la poésie n'est pas inutile. La poésie n'est pas qu'un passe-temps. Elle ne sert pas non plus politiquement. Il y a eu peut-être des périodes d'effervescence politique, on l'a vu au Québec dans les années 60, les années 70, où la poésie s'arrimait à un certain désir de liberté. Elle s'activait en devenant un agent actif de cette liberté. Vous le savez, je pense que la liberté est le seul vrai problème philosophique. Au fond, que faisons-nous de cette liberté qui est parfois bien encombrante et dont nous sommes de plus en plus, j'aurais envie de dire, nous sommes de plus en plus dépossédés de cette liberté avec les divers appareillages technologiques et la prose industrielle qui rythme le monde avec son hypnose numérique, son hypnose télévisuelle qui nous engonce, qui nous enfonce, dans lequel nous sommes engoncés dans une sorte de léthargie nauséeuse. La poésie pourrait nous réveiller de ça aussi. La poésie, par sa radicalité, par son exercice périlleux, par sa volonté de bousculer les codes linguistiques, les codes imaginatifs, pourrait nous mettre en quelque sorte en danger et nous réveiller de cette torpeur, de cet état comateux causé par un usage à flux tendu d'images industrielles, de scénarios déjà cryptés, de poursuites, voitures dans les films, en fait, cette espèce de vision binaire des bons et des méchants où elle est incapable, cette fantasmagorie télévisuelle, où elle est incapable de saisir l'essence du mal. Et la poésie, ça pourrait être l'une de ses plus redoutables tâches que de traquer, que de montrer, que de dévoiler le mal à l'œuvre. Et sans doute aujourd'hui, il y a des poètes en Russie, oui, il y a des poètes en Ukraine, oui, qui tentent désespérément de décaper la réalité, de trouver les mots qu'il faut pour s'approcher au plus près de ce mystère d'iniquité. Voilà. Alors j'aurais envie de dire, les deux universités, les trois universités, et l'université qui est au-delà de l'université, qui est celle qu'on retrouve dans les livres, l'université éclatée, l'université moléculaire, quoi. On revient à Deleuze. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais pu, qui m'a un peu dérangé hier. Je ne crois pas, sincèrement, que les adeptes, on va dire, de l'université 2 aient réfléchi à la French Theory. Je ne crois pas. Bricmont et Sokal, dans les nouvelles impostures, n'ont pas détruit Foucault, Deleuze ou Derrida. Ils ont simplement récusé la tentation qu'avaient ces philosophes de donner une assise scientifique. Une tentation, je pense qu'aujourd'hui, les philosophes n'ont pas besoin de faire. Deleuze ne voulait pas démontrer scientifiquement des choses. Il voulait, comme il le rappelait, créer des concepts. Alors, créer des concepts, ça peut peut-être, d'une certaine manière, être dans le camp
de Université 1, c'est-à-dire le monde littéraire. Et peut-être que cette tentation-là de vouloir donner un vernis de respectabilité scientifique à leur démarche intellectuelle, c'était sans doute une erreur et Bricmont et Sokal avaient raison de les morigéner sur ce plan-là. Mais ça n'entache rien, selon moi, la pertinence et l'audace de certaines de leurs avancées intellectuelles. Merci et à demain.